Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. Comment ça va tout le monde? Oui, c'est la fin de l'été déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Il reste quelques petits festivals, il fait un peu froid, mettre un petit coat, c'est correct. Puis bien sûr, écoute, il reste encore plein de bières à boire avant la fin de l'année. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Moi, comme vous savez, c'est mon époque favorite quand ça vient ici, parce que la bière noire commence à sortir. Puis bien sûr, on a plein de choses qui s'en viennent. Comme vous savez, le numéro Les Affaires Brassicoles sort dans pas long. Puis on a plein d'autres projets qu'on a, des nouvelles infolettes, plein d'idées qu'on veut faire tout le temps. On se questionne tout le temps, comme vous savez, Google, puis AI, puis tout ça. C'est sûr. Vous êtes bienvenue, bien sûr, à notre nouveau podcast de Fermentis. Comme vous savez, depuis 2 ans déjà, on fait des podcasts avec Fermentis, qu'on se discute avec les brasseurs, bien sûr de levure, mais aussi de la façon qu'ils brassent, l'idée derrière de ça, tout ça. Puis une des brasseries que, écoute, j'ai eu la chance de voir comme vraiment vite comme ça, parce que là, moi, j'étais en chemin, j'étais en retard quelque part. C'est la Croisée des Chemins, que si vous ne connaissez pas, comme disait tout le monde, Shame on You, c'est une brasserie qui est basée à Chambly. Puis, bien sûr, depuis, disons, 1 an, cette année, ça va faire 1 an, quelques semaines comme ça. Écoute, le monde qui sont allés là-bas, ils m'ont dit que la bière est bonne, la cuisine est bonne, ils font des bons spectacles, ils sont chaleureux. Quand je suis allé là-bas, c'est très chaleureux comme place. Puis bien sûr, c'est une brasserie écoute, ça fait des années qu'ils roulent leur boss, eux autres. Avant qu'ils lancent ça, il y avait plein de choses qu'ils faisaient avant eux autres. Ils ont brassé partout. Puis bien sûr, nous, ce qu'on voulait vraiment discuter avec eux autres, en number one, c'est avec le propriétaire, Louis Monté-Tremblay, qui va nous discuter, on va parler un petit peu avec lui de l'idée de la Croisée des Chemins, pourquoi le nom, parler du branding, tout ça. Bien sûr, en deuxième lieu, pour Fermentis, puis parler de brassage, on va parler avec Patrick Martel de la brasserie, le brasseur, pour discuter un petit peu de ce qu'on avait de ça. Est-ce qu'on ça va les deux? Ah, ça va bien, ça va bien. Quand ça va? Oui. Comment c'était l'été? C'est la question que je me pose tout le temps. Comment ça a été l'été pour vous autres? La première année, disons, pas la première année, mais disons une bonne année dans le corps avec ça. Chaud. Ça a été chaud. la brasserie monte à une certaine température avec les quelques semaines de peu de pluie et de hautes températures que nous avons eues. Et ça a aussi permis à plusieurs de se désaltérer le gosier à cause des chemins. Ça doit, hein. Puis c'est quoi la bière la plus vendue chez vous? Est-ce que la blonde puis tous les lagers du monde, ces affaires-là s'en viennent ou vous êtes encore dans le côté IPA, tout ça dans votre coin? On a eu beaucoup de IPA, de au moins 3 ou 4 produits d'IPA qui sont partis pendant l'été. Puis aussi, on avait une nouvelle blanche qu'on a essayée, Okay. la recette blanche, puis elle a aussi été très appréciée. Donc, elle est partie, elle a été très évanescente. OK. Puis toi, Louis, comment ça a été ta première année? Ben, pour vrai, c'est sûr que ce qui est le fun cet été, c'est que Trump nous a gardé nos clients au Québec, là. Ça oui. Pour vrai, d'habitude, nous, les semaines de la construction, c'est un peu tranquille. Puis cette année, c'est vraiment pas le cas. Puis c'est sûr que, tu sais, aussi, c'est nouveau qu'on est brasserie artisanale. Donc, c'est sûr qu'il y a comme un nouveau volet à venir découvrir. Fait que, tu sais, les gens sont venus goûter à ça. On a atteint à peu près notre heure d'aller là, avec 10 bières sur le tableau. Quand même. Donc, ça fait que comme on est à moitié brassé sur place, puis la moitié brasserie invitée, ça a toujours été un petit peu ça le concept au départ d'avoir plein de brasseries en rotation sur les tables. Que c'est le fun, ça a changé vraiment toute la dynamique, là. C'est sûr que quand on brasse nos bières, ça fait peut-être un peu moins de rotation, mais ça permet, par exemple, au staff de mieux les connaître, mieux les décrire aussi. OK, ça. C'est vraiment l'éducation était importante pour vous autres en de ça. Oui, parce que dans nos bières, évidemment, on va en parler en priorité. Puis, ça nous amène aussi. C'est vraiment une petite brasserie, ça permet de faire beaucoup de rotation. OK. C'est à peu près 350 litres finis, nous autres. Puis gardez votre bière fraîche tout le temps. Oui, exactement. C'est important. OK, avant de commencer tout ça, je voulais savoir d'où vient l'idée, parce que, puis aussi un petit peu ton background à toi, lui, mon petit Tremblay. D'où ça vient ton idée de lancer ça, le nom de la brasserie, tout ça. Puis bien sûr, le concept en arrière de ça, comme tu dis, la stratégie d'avoir la rotation, tout ça, c'est intéressant. C'est pas tout le monde qui fait ça au début. Tout le monde veut tout le temps avoir toutes leurs bières. Je pense que c'est intéressant d'avoir des bières de partout, parce que ça fait, comme tu dis, amener du monde. Puis pourquoi moi, je choisis Chambly, plein d'affaires. Pourquoi? Let's go. Pourquoi dès le début? Ben, moi, je suis un gars de Chambly. Les Monty, ma famille, là, depuis 350 ans.
OK. On a défendu le fort. Puis, moi, j'ai commencé dans mes premiers emplois, j'ai travaillé à la boutique officielle d'Unibrew, dans le temps pour qu'il y ait fourchette. Puis, c'était vraiment mon porte-drapeau. Là. Moi, le Unibrew, c'était comme mon drapeau. J'allais partout. Puis, je faisais juste parler d'Unibrew. Je calais des 3 pistoles. Puis, j'ai suivi la bière. Après ça, je me suis en allé. J'ai travaillé pendant 10 ans chez Bedonnen et Bedoron à Chambly. OK. Puis, tout le long de mon parcours, m'ouvrir une brasserie artisanale, c'était mon projet. Puis, dans ce temps-là, j'étais avec un brasseur puis un cuisinier. On faisait comme dont le serveur, le brasseur, le cuisinier. Puis, la croisée des chemins, c'était vraiment ça, là, c'est-à-dire, c'était les 3 chemins qui se rencontraient. La bouffe, la bière, puis les spectacles. Que c'est vraiment sur ce concept-là qu'on s'est entendu. Je suis le dernier restant de ce Power Trio-là. OK. Puis la croisée, ça va faire 10 ans dans pas longtemps. Là. OK. On a ouvert en 2016. On était coloc avec un petit resto déjeuner sur la rue principale. Puis on s'est envenu dans le local actuel en 2017. OK. Puis c'est ça, dans le fond, on avait toujours eu le plan de brasser, sauf qu'on a eu d'autres opportunités qui se sont présentées avant. Fait que tant qu'à faire le projet en partie tout de suite, plutôt qu'attendre plus longtemps pour ramasser plus d'argent, avoir une brasserie en plus, on y a été étape par étape. OK. C'est bon, ça va voir ça. Mais on brassait quand même, c'est ça comme tu l'as mentionné tantôt, là, on a brassé chez des amis qui avaient des brasseries, qui avaient de la disponibilité pour nous autres. Fait que on a monté peut-être une dizaine de recettes là, depuis le début, avant même de rapatrier le brassage ici. OK. Il y a des classiques, là, comme ça, ta mère en kilt, la Nouvelle Frontière, le Pèlerin, c'est des bières qui sont servies depuis presque 10 ans déjà. OK. Puis d'où vient l'idée, c'est du nom, le nom, mais on sait pourquoi. Est-ce que si quelqu'un vient chez vous la première fois, chez vous, OK, maintenant, comme tu dis, maintenant, tu as une brasserie en soi, 100%, qu'est-ce qu'on va à quoi s'attendre? Moi, je suis là-bas, c'était très réconfortant, je te jure. Après un long voyage, j'avais envie de m'asseoir si j'avais le temps, même. M'asseoir là-bas, le bois, il est beau, tout le kit, tu as de la bière, plein de bière comme ça. Mais pour la première fois, quelqu'un qui arrive là-bas chez vous, à quoi on doit s'attendre? C'est sûr que on est des gros amoureux du Québec. Fait que, pour ça qu'on a toujours mis en valeur juste les bières du Québec. Côté de la nourriture aussi, ça transparaît. Notre spécialité, c'est sur le canard. Okay. Le canard qui est un produit super local. Là, puis aussi, c'est sûr que on a une grosse prédisposition pour la musique qui est francophone, les groupes locaux. Ouais. Je pense que c'est une bonne façon déjà d'aborder ça. Là. On célèbre le nous autres. Puis, sinon, l'objectif, c'est de procurer du plaisir. De permettre le cadre qui va permettre aux gens de s'amuser, de s'éclater les papilles, puis de se détendre autant que de faire des belles rencontres. Oui, on se fait vite des amis, mettons, ici. OK, c'est bon ça. Puis, côté brasserie, quand quelqu'un arrive chez vous, pourquoi la stratégie d'avoir amené des bières d'ailleurs puis tout ça? C'est rare que je vois ça. T'sais. Le monde veut tout le temps montrer toutes leurs bières qu'ils ont puis montrer leur expertise. Pourquoi avoir pensé à ça? Moi, pour avoir travaillé dans un endroit où ils servaient juste ces bières, je trouve que ça, c'est bien une opinion personnelle. Oui, ça. Un brasseur, il a une signature. Il a beau faire des bières allemandes, des bières belges, des bières anglaises, il va toujours avoir une signature que tu le reconnais, puis c'est parfait comme ça. Je trouve ça intéressant d'avoir des bières d'ailleurs pour pouvoir comparer. Pas nécessairement pour savoir qui est le meilleur, mais juste pour des fois changer le mal de place, changer le point de vue. Le mal de place, c'est bon ça. Puis, oui, c'est ça. Il va changer le malt de place. Mais, puis pour vrai, je pense qu'il y a une espèce d'aspect de respect là-dedans. Autant on va respecter le gars des Îles-de-la-Madeleine, on va respecter les gars comme Dieu du ciel qui font des miracles depuis des vingtaines d'années. Je pense que c'est important de ne pas juste s'isoler avec nos produits et dire qu'on est les meilleurs. C'est juste d'amener tout le monde. Puis on peut, au Québec, on a des astiques de bonne bière. Ben oui, man. Puis en plus, ils se rendent jusqu'à nous. On peut avoir autant du Saint-Pancras que du prospecteur en restant assis ici. C'est magnifique.
Puis comment ça a été pour les gens d'avoir tout ce volet-là? Parce qu'à Chambly, bien sûr, il y a une brasserie qui s'appelle, comme tu dis, Bedon, qui est dans le proche de toi. On boit sûrement ces bières chez eux. Comment ça a été pour les gens d'avoir accès à toutes ces bières-là? Tu sais? C'est sûr que comme tu dis, on peut avoir cette bière-là partout, mais avoir ça en fût, ça change toute la dynamique de ça. Tu sais. Comment ça a été? Les gens ont aimé ça? Comment ça a été? Tu sais, les gens, c'est comme que tu fais beaucoup de promotion en disant, hey, by the way, cette fois-ci, on a 4 brasseries qui viennent du coin. Comment le monde aime ça? Ce qui est le côté rotation, côté tout ça? Ben, c'est sûr que les amateurs de bière chamblyens, ils ont le palais exercé. Là. Autant qu'on était des fans de Nibro il y a des années que bon, Bedondel, ils brassent des bières anglaises super rondes, super complètes. Fait que les gens ils sont habitués à des bières qui goûtent. Il y a des bonnes bières. Fait que c'est sûr qu'ils sont difficiles. Ouais. C'est un beau challenge de dire OK, on va s'améliorer. Mais en même temps, c'est sûr que je te cache pas que il y a les amateurs de bière, des fois, sont un petit peu justement gâtés pourris, puis ils vont aller vers le hype. Là, fait que, ouais. On s'entend, il y a des bières que les gens vont sauter dessus, même avant nos bières. Là, fait que, bon, on n'est pas triste. Là. Mais tant que le monde il vient chez vous et paye, c'est ça ce que tu veux. Hein? Oui, c'est plus comme ça. Le but, c'est pas uniquement de vendre nos produits. Comme je te dis tantôt, c'est que les gens aient du plaisir et qu'ils passent une belle soirée. Voilà, la beauté, toi, tu travailles, comme tu dis, depuis le début avec Unibrew. Tu as commencé avec Unibrew. C'est pas mal tout le monde a commencé. Moi, j'ai commencé à boire la bière de micro québécoise à cause de Raffman. Moi, c'est ma bière fétiche que j'achète encore, malgré que c'est Skiman, tout ça. Raffman, pour moi, c'est ma bière fétiche. Comment tu as vu, toi, l'engouement, tout ça, le changement, tout ça, depuis que tu es longtemps là-bas? Le fait de te lancer c'est un lieu de boire de la bière, tout ça, c'est difficile dans des moments difficiles comme ça. Comment ça a été ta perception dans la business de tout ce qui s'en vient, puis comment survivre, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie maintenant? Mm-hmm. Ben, je pense qu'il y a une belle maturité du marché puis des amateurs, là, dans le sens où quand tu commences, tu vas essayer de t'impressionner la bouche avec des Imperial Stout, des bières toujours de plus en plus coûteuses. Puis là, t'es comme, ah oui, j'en veux, ou le houblon. Tu commences à boire des IPA, puis il faut que ça soit de plus en plus IBU, de plus en plus résineux. Puis à un moment donné, justement, il y a comme un déclic. À un moment donné, tu goûtes ta première lager, tu goûtes la finesse d'une Pilsner, puis t'es comme, oh my God, okay. Il y a tout un univers que je manquais. Mm-hmm. Puis tout ça est en train de se rattraper. Autant que l'IPA demeure encore la référence pour toutes les brasseries. Tu vas comparer un nachos, tu vas comparer l'IPA de cette brasserie-là versus celle de l'autre. Mais je pense qu'il y a de la place pour tous les styles maintenant, là, autant qu'on en développe des nouveaux qu'il y a des amateurs de range beer. Fait que le choix est complet. Mm-hmm. Il y en a vraiment pour tous les goûts, puis c'est une belle époque. Là. Mais pour le monde le défi, c'est de beaucoup de taprooms, un peu comme le tien, c'est que garder le monde, c'est parce que ils ont moins d'argent, le monde dépense moins, ça sort moins. Est-ce que c'est une réalité que toi tu vois ou tu as vraiment trouvé une stratégie pour que le monde vienne chez vous, tout ça? Ben, il faut toujours s'adapter quand même, mais la réalité de l'alcool, c'est que quand ça va bien, tu vas en boire, puis quand ça va mal, tu vas en boire aussi. Ouais. Fait que, oui, ça prend une certaine adaptation, mais la balle est quand même dans le camp des producteurs. Là, les gens vont voir ce qui est disponible aussi. Là. Pourquoi tu n'as jamais été tenté de brasser? Quand même, tu es un gars, ça fait longtemps que tu es là dans le milieu, tout ça. Tu en as goûté des millions de litres de bière, d'hectolitres, disons. Tu n'as jamais été tenté de brasser, tout ça, à travailler. Comment tu fais comme quelqu'un qui est très amateur de bière, travailler avec Patrick à côté de ton brasseur? Comment tu fais pour ne pas être tenté là-dessus? Ben, moi, j'ai brassé maison. J'ai été assistant brasseur un peu. Mm-hmm. Puis j'ai réalisé que c'était peut-être pas mon champ d'expertise. OK. Moi, ce que j'aimais quand je brassais des bières, c'était de monter recettes, de trouver des noms, puis après ça, je pense que brasseur, ça prend aussi beaucoup d'aptitudes manuelles. Tu es un petit peu électricien, tu es un petit peu plombier, ouais. tu es débrouillard, tu es intelligent, tu es ouvert à la technologie. Fait que, moi, je suis plus... moi, je suis pas ce gars-là.
Non, moi, t'es honnête, au moins. Moi, t'es honnête avec toi-même, au moins. Mais je tripe sur le milieu, puis tu sais, je suis plus celui qui va faire le tour guidé que celui qui va brasser. OK, OK, OK. Puis toi, comment tu vois l'industrie en soi maintenant? Tu sais, t'es sûr que toi, t'as pas lancé de canettes encore? C'est sûr que t'es tenté peut-être de lancer des canettes à long terme ou t'es vraiment quelqu'un qui est très keg? Comment tu vois l'industrie à long terme, toi, de qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, c'est ça, nous autres, on est en train de faire des tests de canettes, justement, puis c'est pour une distribution sur place. OK. Fait que, c'est vraiment plus de permettre aux gens de partir avec un 4-pack là, quand ils ont aimé l'expérience ou pour boire la 7e pinte à la maison. J'espère. Mais pour l'industrie, c'est sûr que nous, j'aime beaucoup notre position d'artisan parce qu'on n'a pas besoin de devenir esclave du marché. Là, puis on n'ira pas jouer d'impact à personne. Il y a déjà les tablettes, c'est déjà complet, c'est rempli. Il y a un combat quand même assez acharné sur l'étalage qu'on n'aura jamais besoin de participer. Là, puis même en plus, maintenant que le permis artisan nous permet de même vendre en CAD, pour nous, là, c'est le fun de pouvoir aller pitcher 2 cases de 24 chez IGA puis jamais revenir. C'est des choses qu'on peut faire. Puis on n'aura jamais besoin de distribuer à l'autre bout du monde. L'important, le rayonnement de notre brasserie à nous, c'est qu'il faut que les gens puissent venir passer une soirée quand ils ont aimé notre bière. OK, OK, OK. Si jamais on distribue, on n'ira pas plus loin, mettons, que Montréal puis l'Ange Gardien, mettons. Est-ce que tes bières, t'en vends pas mal pour que est-ce qu'elle était over capacity ou pour l'instant, t'es correct, toi? Non, ben, c'est ça. Nous, on est quand même on est tranquille. Patrick et son assistant, ils sont les deux à temps partiel. Puis on n'est pas toujours tous les fermenteurs pleins. Parce que c'est sûr que on le voit venir étape par étape. Comme là, on s'est comme habitué justement au fait d'avoir la moitié de notre carte qui était de nos bières à nous. Mais il y a des enjeux d'espace, évidemment. Il y a des enjeux de stockage au frais. Puis, mais tout ça, on regarde ça aller. Toute la business, ça roulait déjà avant ça. OK. Puis on n'a pas besoin de se presser à brasser comme des malades, puis à perdre du stock. Là, on peut se permettre d'y aller à notre rythme. Oh, puis le fait aussi d'avoir d'autres mondes ailleurs, c'est cool. Il faut t'appeler Patrick pour qu'il vienne. Ah, il s'en vient. Salut, Patrick. C'est sûr, ça, tu peux rentrer là-dedans dans l'histoire. Patrick, peux-tu me parler un petit peu de ton pedigree, d'où est-ce que tu viens, où tu t'es brassé, et puis tout ça, d'où tu viens, toi? Oui, mais moi, dans le fond, je me sens un peu des fois comme un intrus à l'intérieur de cette grande organisation qui est la brasserie. Moi, j'ai un background plus académique et universitaire. Donc, j'ai fait un bac en physique, puis après, je suis allé en génie biomédical. Okay. J'ai terminé mon doctorat il y a 2 ans. Puis, à travers ça, a eu la pandémie, mon doctorat. Et mon beau-frère a eu comme belle idée à place de se lancer dans la recette de pain de Ricardo pendant la pandémie, de se lancer dans la fabrication de la bière maison. Fait qu'en 2019, on a commencé à faire, en fait 2020, on a commencé à faire des brasses maison. Donc, je suis allé faire 2 ou 3 formations, dont une chez le Clan des Brasseurs, qui est aujourd'hui fermé, qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience-là, puis la création de bières de qualité, puis être capable d'être fier d'un produit qu'on fabrique, puis surtout la déguster. Donc, par la suite, j'étais aussi client de longue date de la Croisée des Chemins. Et Louis avait déjà mentionné qu'il était intéressé à la fabrication d'une microbrasserie. Okay. Donc, avec des produits, souvent, en fait, tous ceux qui font des bières à la maison artisanales, souvent, on va avoir une plus grande production que qu'est-ce qu'on consomme nous-mêmes. Donc, on se retrouve souvent avec des frigidaires pleins. Donc, juste par habitude, j'ai commencé à amener des produits à Louis pour faire goûter puis savoir s'il serait intéressé à ce que je lui fasse la recette de façon très sporadique dans sa microbrasserie quand elle va être ouverte. L'idée était là, en chemin. Puis, rapidement, lorsque le projet s'est développé, il y a eu en fait directement le poste de brasseur qui s'est ouvert. Donc. Puis, en sachant que c'est une microbrasserie de 350 litres qui ne nécessite pas nécessairement un 80 heures semaine de travail.
Ben, comme ça, je suis capable de garder la possibilité de effectuer mon travail académique tout en ayant mes fins de semaine ou mes soirées de libre pour effectuer les manœuvres dans la brasserie. Damn, OK. Ouais, c'est ça. Je vais à deux travail. Je vais à bimodal. Le fait que tu n'es pas le seul à aller de ça. Comment ça a été, c'est sûr que comment ça a été, vous autres, quand vous avez démarré votre brasserie, tu sais? C'est sûr que vous n'êtes pas à full capacité, comme tu dis, Louis, tu n'es pas à capacité comme ça. Par exemple, c'est avec le refroidisseur que vous avez, tu sais, qui souvent, il y a des problèmes là-dessus, on travaille fort là-dessus, souvent quand on n'est pas à full capacité. Vous avez une lager en feu, que je sais qui est très populaire comme ça. Comment vous avez réussi pour avoir c'est contrôlé, tu sais, la fermentation à froid, toutes ces affaires-là, avec tout ça, parce que c'est problématique, tout ça, tu sais. Parce que, tu sais, comme tu dis, tu brassais ailleurs, tu brassais ici, tu fais ça, nouveau brasseur, tu lequel. Comment on fait pour contrôler la fermentation à froid de tout ça? Je vais ramasser la balle au bon. Là, c'est là où Patrick, qu'on pense avec le fait qu'il n'ait pas travaillé dans d'autres brasseries avant, c'est que c'est clairement un intellectuel. C'est clairement un gars super intelligent. Fait que, quand moi, tout ce que Patrick me faisait goûter de sa brasserie maison, c'est toujours super clean. C'est toujours des produits sans défaut. C'est des bonnes idées en plus, de la belle recherche. Je pense que là-dedans, pour notre brasserie, c'est quelque chose qui nous représente bien. Là. Non seulement on est des geeks, mais aussi on pousse nos concepts des fois un peu loin. Là. Fait je pense qu'on se rejoint sur une espèce de recherche puis l'approfondissement de ce qu'on veut développer. Sinon aussi, juste pour finaliser un peu pour tout ce qui était le côté technique, en fait, le développement puis le partir de la brasserie. En fait, au début, comment je peux dire, il y a eu un certain temps d'adaptation, puis ça boitait au départ où est-ce qu'il y avait certains infrastructures comme au niveau du glycol, qu'il a fallu finalement faire des modifications du système qu'on avait commandé au départ, ou du moins qui avait été commandé au départ. Fait qu'il a fallu que je bidouille des bypass, puis je m'arrange pour que les check valves soient bien placés. Puis aussi, le système, quand on l'a reçu, ben juste par pure curiosité, je me suis offert pour monter le système. Donc, on l'a reçu directement de Zyblue. Okay. J'avais jamais vraiment monté ça auparavant, mais ayant un background plus pour monter des systèmes d'optique, j'ai déjà comme une bonne idée de comment lire des schémas, puis être capable de juste être manuellement monter des systèmes complexes. Donc, une fois que toutes les pièces étaient arrivées, j'ai commencé à monter ça lentement mais sûrement. Puis, avec le temps, ben, avec les nombres de brasses, il y a clairement des défauts ou des erreurs que j'avais commises au départ qui ont été réglées. Donc, ça a été un petit travail de au moins un bon 4-5 mois, juste au moins le système, être sûr de bien le roder. Puis là, dans le fond, là, on est dans le plus la première année où est-ce qu'on rode les recettes, puis vraiment la technique de brasse. OK. Puis bien sûr, avec la lager que vous faites, vous utilisez le fermenté W3470 pour que ça garde refroidi, tout ça, la fermentation soit bien faite. Oui, ben, les fermenteurs, dans le fond, sont déjà connectés sur un système oligicole, puis qui est contrôlé par des A421, des petits moniteurs que, dans le fond, le lagering, je le fais en guillemets de façon manuelle, où est-ce que à chaque temps de jour, je fais des piliers de température pour la descente, mais c'est habituellement très, très contrôlé par un microcontrôleur. Donc, c'est techniquement très, très simple, une fois que ça fonctionne, d'effectuer le refroidissement des bières. Je me rappelle quand vous avez fait votre lancement, en guillemets, vous avez fait le lancement, depuis Barbeau de Fermenté, c'est venu vous voir. Je sais que vous avez lancé même une bière avec lui, tout le recueil, vous avez beaucoup aidé là-dessus. Comment ça a été de travailler avec lui? Tu le connais depuis longtemps, Louis, je sais. Comment ça a été de travailler avec lui, puis la mise en place de tout ça pour que ça soit efficace, votre brasserie? Parce que comme je dis, votre brasserie, ça commence. Toi, Patrick, tu as fait une espèce de montage futuriste à la Terminator, un peu là de ça. Tout le kit. Comment ça a été de travailler avec Barbeau, comme si tu connais depuis longtemps, oui, puis mettre en place tout ce système-là, tu sais? Ben, c'est désagréable, man. C'est désagréable. En prendre de la bière pour l'endurer, ce gars-là. Alors, c'est des jokes. Non, mais ça, en fait, c'est simple. Là. Dans le fond, à chaque étape de la croisée des chemins, brassage, Jean-Philippe était en coulisses, tu sais. Quand on a brassé au Le Rouge, ben, c'était qui le Rouge? C'est Jean-Philippe. Ouais. On l'a suivi chez La Gabière, qui travaillait chez La Gabière.
Puis, tu sais, après ça, on l'a utilisé comme on a consulté sa sagesse vraiment à chaque étape. Puis c'est vraiment lui qui a piloté notre projet là, d'achat de l'équipement et de l'implantation de la brasserie. Tu sais, ça reste que c'est comme un peu notre mentor ténor là, dans le projet. Puis oui, puis on a encore bien du fun à donner des nouvelles, puis il en prend souvent. Puis fait que c'est comme un peu notre maître Jedi. Là. Vous êtes votre Yoda en arrière qui vous appelle tout le temps que vous pouvez. Là. Ouais. Je pense qu'on va avoir 3-4 groupes là, de conversations avec différentes personnes, genre juste qu'on pose une question. Là. Ah, ça vient d'arriver, on fait quoi? Selon vous, il y a eu comme à peu près, je pense que c'est 5 ou 6 brasses avec Jean-Philippe avant qu'il nous laisse tout seul. Ouais, c'est 7. C'est 7. On voulait s'assurer que ça parte du bon pied. Là. OK, oui, je me rappelle aussi qu'au lancement de votre la brasserie en soi, ils étaient là, vous avez fait une soirée, je me rappelle, avec les lancements, tout ça. Puis comment ça a été les étapes de travailler chaque bière avec lui, tu sais, de mettre en place tout ça? Je sais que c'était pas un sell pressure, le gars, il veut vraiment que les bières soient bien faites avec vous autres. Hein? Mm-hmm. Comment ça a été pour que les bières que vous avez sorties? Vous avez sorti combien dans cette soirée-là, vous autres, à peu près? C'est ça. On peut dire qu'on a fait justement 6 ou 7 recettes différentes dans sa compagnie. Puis, tu sais, des fois, c'est juste s'assurer qu'on n'est pas juste à côté, qu'on n'est pas directement dans le dallo. Là. Mais en même temps aussi, Patrick a un bon instinct là-dessus. On n'a pas de brasse qu'on a jeté au drain encore. Puis, on touche du bois. Là. On n'a pas de catastrophe majeure. Puis toutes les stockmash et choses qui pouvaient arriver sont arrivées pendant que Jean-Philippe était là. Fait qu'on a réglé les problèmes en prenant des notes sur le coup. OK. On est comme un filet. Excuse-moi, il y a des coupages. Quelle est selon vous la différence entre la levure liquide et sèche pour votre brasserie? Et bien sûr, côté qualité, facilité d'utilisation pour un brasseur. En plus, qui est un brasseur qui t'es pas tout le temps là-bas. Tu accompagnes de techniques de fermentisme là-dessus. C'est quoi pour toi le plus-value à l'intérieur de ça? Ben, moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup de la levure sèche, c'est que, en fait, j'ai aussi posé beaucoup de questions à Jean-Philippe sur les méthodes de création de ces levures-là. Puis, un des aspects que je trouve particulièrement intéressant, c'est que la levure sèche, une fois qu'elle est encapsulée, ou du moins qu'elle est faite en grains, elle vient avec tous ses nutriments. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de s'assurer de la santé de la levure. Ou est-ce que lorsqu'on a une levure liquide, il faut s'assurer qu'elle est vraiment en forme, on va dire, à tous les nutriments nécessaires pour partir rapidement en fermenteur. Tandis qu'avec la levure sèche, c'est direct pitch, puis c'était sûr et certain d'avoir un rendu qui est très, très, on va dire, consistant de brasse en brasse. Donc, j'ai travaillé plusieurs fois avec la US 05 à date, puis aussi, ça a toujours bien été. Je savais déjà d'avance que c'était un produit qui était extrêmement apprécié, mais de l'expérimenter, puis d'avoir fait aussi des levures liquides en artisanal à la maison, puis me rendre compte les dommages ou les erreurs qui peuvent survenir avec des levures qui sont plus ou moins en santé, ben quand on mettait des taux d'atténuation de 60%, tu te demandes vraiment ce qui s'est passé avec une levure liquide puis tu oublié sur un comptoir, tandis qu'avec une levure sèche, maintenant son temps qu'elle est sous vide puis elle est réfrigérée, ben c'est sûr exactement d'avoir toujours le même certifié en termes de fermenteur. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup des produits. Donc, on peut se fier à 99% aux fournisseurs pratiquement. Ouais, 95. Mais c'est drôle parce que dans le début des années 2000, quand je brassais maison, on jugeait bien raide les levures sèches. C'était comme absolument White Lab, Yeast. C'est pas mal juste ça qu'on avait le choix, même en plus. Ah ouais, dans cette époque-là, ouais. Puis ben c'est ça qui est le fun, que au moins on y revient, finalement on revient aux levures sèches, puis c'est magnifique. Ah, mais c'est ça, surtout en plus du fait de commencer dans le domaine de la brasserie, ça enlève beaucoup une bonne partie de l'anxiété de dire je dois m'assurer de faire le travail un peu biologiste, que la levure est en santé au point où est-ce que je vais faire l'inoculation. Fait que justement avoir un produit sèche comme ça, où est-ce qu'on peut se fier, c'est fantastique. Non, mais en plus, le côté aussi, les coûts en arrière de ça, tu sais, comme tu dis, quand tu dis avec Patrick, quand tu peux être les pertes, tout ça, tu sais, quand tu fais ça chez vous, ça fait mal, mais quand tu fais dans une brasserie, puis tu attends des brasses, quand tu sais que les bières fonctionnent bien, tu as besoin d'avoir quelque chose de qualité, puis un accompagnement technique avec ça, bien sûr.
Une des affaires que j'ai vu beaucoup dans la brasserie, c'est le côté bouffe. C'est le côté bouffe que vous avez, c'est important pour toi la bouffe, je vois ça. Ah oui. Moi, j'avais compris le côté book. Côté bouffe, l'alimentation, tout ça, c'est important. Comment on fait pour travailler, parce que c'est ta passion de bouffe, d'avoir le monde avec la bière, est-ce que c'est les repas, c'est la bouffe, c'est l'alimentation avant la bière ou c'est la bière avec l'alimentation? C'est qui force le repas en aller de ça? Puis qu'est-ce qu'on donne aux gens? Tu sais, la croisée des chemins, veut pas, c'est comme ces trois directions différentes qui se rencontrent, puis on forme un peu le même pied d'égalité, là. Ouais. Je pense pas que. Je pense que c'est plus le client qui va faire le choix. Est-ce que je viens juste prendre un verre ou je viens vraiment faire un accord bière et mets? Ou ben non, je vais boire un cocktail puis je vais manger. Tu sais. On voit vraiment de tout ici. Mais c'est parce que, tu sais, pour vrai, je trouve ça dommage. Tu sais, mettons, tu vas dans une brasserie, puis tu as le choix des peanuts, tu sais, puis un sandwich C'est cool. super solide. Fait que, je trouve que c'est une occasion manquée quand tu as quelque chose qui vient juste comme desservir. Il faut que mon client mange s'il veut rester, alors que tu pourrais au contraire l'enchanter puis lui donner quelque chose de vraiment bon. Tu sais. Fait que, mais tu n'es pas obligé de manger à la croisée des chemins pour avoir l'expérience complète. Là, mais c'est super important. Puis, de toute façon, c'est deux univers qui se rapprochent tellement. Là. Les saveurs, les combinaisons, peut-être moins l'amertume, mais l'amertume dans le bouffe, c'est moins. Pas mal moins. Mais non, puis écoute, c'est tout le fun de manger un bon nachos avec une bonne IPA. Puis, Mais toi, est-ce que tu travailles beaucoup avec Patrick là-dessus? Est-ce que vous parlez de combinaison bouffe, tout ça, ou c'est pas quelque chose que vous faites? Tu fais pas ton repas à cause de ça, tu fais pas ta carte à cause de ça? non, c'est ça. Ben non, parce que dans le fond, l'important, nous, c'est plus c'est la carte, en fait, des bières qui décide un peu, parce que, on a 21 lignes en plus. Évidemment, on a une blonde, on a une rousse, une blanche, une noire. Lager, Puis après ça, ben, plein de déclinaisons de plusieurs styles. Fait que, dans le fond, c'est des fois, comme cette semaine, je disais à Patrick, là, on aurait besoin d'une bière au creamer, là, parce que là, je les ai toutes essayées, là, puis il n'y en a pas beaucoup des bières au creamer au Québec qui sont pas des stouts. T'sais. Fait que là, on est en train de travailler sur une bière au creamer, peut-être avec un petit peu de malt fumé. Quelque chose encore une fois, probablement à notre image, quelque chose de sec, quelque chose de pas trop fort en alcool, puis qui va probablement pas trop fumer non plus. Quelque chose de une bonne bière digeste à boire, agréable, une bière de discussion. C'est comme ça qu'on travaille, là, plus que en accord bière et mets. C'est plus Louis qui fait l'orchestration de tout ce qui est bière et mets, tandis que moi, je reçois des projets. C'est aussi, je pense que c'est une façon beaucoup plus de travailler avec moi, où est-ce que tu mets un projet, puis mon but, c'est de le mettre à bien. Là. Fait que pas nécessairement réfléchir la grande épopée de la croisée. Mais tu sais, parce que si vous avez quand même une clientèle très touristique, c'est dans votre coin, tu sais. Ça, c'est ça. Comme tu sais, au début, tu disais, il n'y a pas beaucoup d'Américains. Les Canadiens sont restés ici. J'ai vu une parler avec la garnerie Yandel qui me disait que cette année, ça a été plein de Québécois, plein de Français qui sont allés chez eux. Vous avez une clientèle qui veut voir le château, qui est proche de chez vous, tout ça. C'est pour ça que je me demandais comment ça a été, de réfléchir à tout ça, d'avoir une clientèle touristique, une clientèle là-bas pour bien que ça va bien avec tout ça. La journée que vous allez lancer un prêt à boire, bien sûr, dans pas long, comme tout le monde. Oui, ça dure. Un petit tête d'amour. Brian, ça dure. Oui, c'est sûr que c'est ça que ça en vient, tu sais. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que là, je pense que ça commence à se discuter beaucoup là, dans le milieu brassicole. C'est que ça commence à être intéressant d'amener les brasseurs à se questionner sur est-ce que leur bière va marcher, va se boire, et ce ne sera pas juste les geeks qui vont aimer. Ouais. Puis, c'est ça, là, dans le fond, à la base, on brasse la bière pour qu'elle soit bue, là, pas pour faire le projet le plus cocky possible ou de pouvoir se péter les bretelles. Là. Je pense que le succès d'une bière, c'est quand elle se vide plus vite qu'une autre, puis quand les gens vont sauter dessus, c'est sûr. On a tout notre petit agenda secret, là, comme on veut tout faire la bière de nos rêves, mais en même temps, on va aussi essayer de voir qu'est-ce qui va être complémentaire sur le menu, puis qu'est-ce qui va se vendre. Patrick, c'est quoi ta bière de rêve? Ouf!
Ma bière de rêve. Une Old Ale au parmesan. Ben, bon, en fait, là, en ce moment, je m'amuse beaucoup avec ma brasserie maison sur des bières allemandes. Puis, j'essaie d'aller chercher comme un bon profil, un beau petit profil floral. J'ai pas tant une bière en particulier que j'aime beaucoup. J'aime juste que j'aime tous les, comment je pourrais dire, les différents profils. Il y a certains que j'ai un peu plus de misère, mais je dois avouer que je vais mettre pas mal tout sur un plan de satisfaction égale. Puis je vais vraiment plus avec la recherche au niveau des recettes, qu'est-ce qui est intéressant au niveau des goûts. Puis même à travers ça, tu sais, j'ai pas tout fait les recettes du monde, donc être capable de découvrir des recettes historiques, puis aller chercher des petits goûts en essayant des maltes différents, avec des fournisseurs différents, c'est toujours ce qui m'intéresse le plus. Fait que c'est plus la curiosité envers des styles de bière, plus qu'avoir une bière qui est le cœur le cœur de, ou du moins le graal de mon expérience brassicole. Puis toi, Louis? Ben, moi, je peux pas le dire. Ouais. C'est secret. Mais Moi, j'aimerais beaucoup faire une impériale mild. Ah ouais? Comment ça? Non, c'est juste une joke. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une bonne rousse un jour. OK? Ça fait des années que je ne vois pas une bonne rousse, man. Et peut-être c'est dans ma tête, mais ça fait des années que je ne vois pas une bonne rousse et j'en bois pas depuis au moins 20 ans à cause de ça. Tous les rousses que j'ai bu, ben, ça ne marche pas. Un peu. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être que c'est dans ma tête à moi aussi, là. C'est psychologique, peut-être. Je me rappelle, l'année que j'ai bu, ça fait des années, c'est la Boréale Rose, puis ça donnait que j'ai aimé, puis j'ai vu d'autres, puis à ce temps-là, c'est comme, il n'y en a pas une bonne rousse. Je pense que Je te comprends parce que tu sais, déjà, ça peut valoir dire tellement d'affaires différentes. Tu sais, une rousse, c'est que autant, tu sais, bon, il y a des Irish Red Ale qui sont le fun, tu sais, mais c'est pas ça nécessairement qu'on veut dire quand on dit une rousse. On veut quelque chose de caramélisé qui a du caractère, puis ouais, quelque chose de vraiment. C'est pas avec ça dans ma tête, ça. Travaillez fort, les gars. Une question pour vous autres. On est dans la vidéo, mais non, on ne se voit pas. Mais tu sais, j'ai tout le temps. Ma question, c'est sur le canard. Oui. D'où qui vient ce canard-là, man? Ben, ça, c'est une très bonne question, puis je suis même pas sûr d'avoir la réponse. Même pas à devenu... Picsou quand t'es jeune, qu'on écoutait Picsou peut-être, ou quelque chose comme ça? Oui. Ben oui, mais tu sais, nous autres, notre mascotte, là, je sais pas si tu la vois, là, justement. On va d'ici. Là. Ah? Ben, nous, Edgar, l'aubergiste, qui est notre mascotte, c'est un canard, mais il est inspiré autant du Chocobo de Final Fantasy que de Picsou, sais-tu Géo trouve tout, non, c'est ou tu sais, Darkwing Duck, tu sais. Ah ouais. Mais je pense que juste à la base, c'est que j'aimais pas tant le poulet, puis je trouvais que le canard, c'était juste mieux dans toutes les situations. Mais c'est devenu un peu mon animal totem, puis tu sais, il n'y a pas vraiment d'origine officielle. Il n'y a pas de mystère, rien comme ça. Tu ne vas pas t'habiller en. C'est vraiment parce que c'est un produit du terroir, c'est un petit peu plus gastronomique aussi. Puis pour vrai, je pense qu'on le réussit bien. Tu sais, si on le fait en tartare, on le fait sur le nacho, sur la poutine. On fait même un genre de shawarma de canard. OK. Puis non, c'est délicieux, là. Tu sais. Mais le canard, il est mal exploité souvent. Souvent, je le vois pas. C'est rare que tu vas à une place comme ça. C'est spécialisé dans le canard, malgré les coûts qui montent, tout ça, puis le monde ne comprenne pas comment le cuisiner. C'est un produit excellent. Ouais. Ah oui. Non, c'est ça, déjà de le voir en tartare, c'est pas conventionnel. Puis tu sais, ça c'est le fun, tu sais. Est-ce que c'est du monde qui vient chez vous pour le canard chez vous? Ça paraît avec la bière. Notamment, nous autres, le tartare de canard, je pense que c'est notre meilleur plat, puis c'est le plat préféré de beaucoup de gens. Là, tu sais. Ah oui, à ce point-là. Puis tu peux difficilement trouver ça ailleurs, tu sais, en plus. Mais moi, j'ai jamais vu de canard de. Je pense que une fois dans un événement, puis j'ai vu du canard en hot dog. C'était bon. Ah oui, bah oui. Sur un événement, puis il y avait un hot dog de canard, c'était comme shit, man. Un hot dog. Un hot dog, ouais. C'était bon. Ouais. Pour en fait, vous autres, est-ce que vous vous lancez dans la canette dans pas long? C'est ça que ça te tente de ça, de faire des canettes, c'est sûr. Le monde peut partir des canettes, tout ça. Est-ce que 355, 473, 12 qui sont avec vous autres? Ben, principalement 473, mais la fameuse Lager Check avec 100% houblon saz, elle, on veut la faire en 355. Est-ce que vous allez penser à la main ou vous voulez vraiment des canettes mobiles? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Mais là, vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, c'est ça à faire. Hein?
l'enjeu d'espace, là, on en a parlé à peine tantôt, mais c'est vraiment un enjeu parce que tu sais, déjà, nous autres, on n'a pas de moulin. On reçoit déjà toute notre malte moulue du fournisseur parce que c'est une question d'espace. C'est vraiment, je pense qu'on a 236 pieds carrés de brasserie. Là. Mais ça, vous êtes C'est ce que j'ai vu. Là. Puis, c'est pour ça aussi, justement, c'est intéressant de travailler de la levure sèche parce qu'on n'a pas besoin de faire des levains, tu n'as pas besoin d'avoir des paquets de touris ou un propagateur de levure. C'est des affaires qu'on peut se passer pour l'instant. Puis c'est tant mieux parce qu'on n'a vraiment pas d'espace. Puis là, l'encanneuse, en ce moment, c'est vraiment, c'est très artisanal. C'est gros comme ça. Ça a 2 têtes. Puis on a une sertisseuse qui ressemble à un gros silex de café à côté. Fait que, on va peut-être faire 100 canettes, enfuter le reste. 100 canettes, enfuter le reste. Ça va être pas mal notre façon de fonctionner. Mais ça va être le fun parce que ça va nous permettre d'avoir full de rotation encore une fois. Puis pas trop se faire chier non plus. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. On a fait ça avec une levure de refermentation de fermentage. Oui, la F2, super beau produit aussi, très neutre comme refermentation. Donc, justement, c'était la Lager Check aussi, justement, qu'on avait essayé en canette. Puis après un beau petit 2 semaines, la température pièce, super beau profil, tout revient. D'accord, rien à dire pour ça. Ouais, excellent, excellent. Moi, je veux savoir où vous voyez le futur de la microbrasserie, vous autres. Toi, c'est sûr, Louis, ça fait longtemps que tu viens nous en parler un petit peu ce que tu vois. Moi, je suis sûr que je vois ta place grossir plus que ça. Il y a Chambly qui s'en vient le festival. J'ai comme un feeling que ça va être plein chez vous, man, parce que c'est tout le temps sur la soirée. Les 3 jours de Chambly, ben non, c'est tout le temps plein. Je pense que le monde a besoin d'avoir une nouvelle place. Puis je pense que toi, tu es vraiment une belle nouvelle place pour découvrir. Toi, Patrick, comment tu vois, toi, la microbrasserie à long terme aussi? Moi, en fait, j'aime beaucoup l'aspect un peu mécanique de la chose, puis j'ai des projets un peu personnels qui est de faire avec un Arduino, un Raspberry Pi, un système automatique pour nettoyer les kegs. Okay. Donc, je suis juste en train de réfléchir aux pièces qui vont me falloir, puis au code à faire, mais j'ai déjà le microcontrôleur. Puis, dans le fond, je connais déjà une séquence. Dans le fond, nous, on nettoie les kegs en ce moment de façon manuelle aussi. Donc, juste être capable de faire un petit peu de recherche et développement sur sur l'opération des différentes manipulations qu'on effectue avec les kegs ou du moins avec la bière. Ça, je trouverais ça vraiment intéressant, mais c'est plus à long terme, pour moi, je n'ai jamais été un gars qui réfléchit plus loin que 2 ou 3 ans. Et à date, je m'en suis toujours bien sorti. Fait que, je dis ça, je vais être un doc, là, mais je fais vraiment plus par intérêt personnel puis curiosité, puis que par recherche d'emploi académique. Moi, j'ai une question de côté produit, le malt, tout ça, c'est très québécois ou vous essayez vraiment de travailler avec qu'est-ce qu'il y a au Québec, les petits fruits, tout ça, ou c'est vraiment, vous avez dépendant ce que vous utilisez, dépendant les recettes, tout ça, vous allez avec ce que vous aimez? Ben, en fait, vu que j'aime une certaine qualité des produits aussi, quand que je vais y aller pour des bières plus de style anglaise, comme on va dire une mild ou une Scotch Ale, je vais être surtout sur Thomas Fawcett et Simpsons. Tandis que si on fait des recettes qui sont un petit peu plus expérimentales, qu'on veut rapatrier, on va dire côté un peu plus québécois ou du moins plus American Ale, je vais aller beaucoup plus avec Yowie, Canadian Malting Co. puis Inomalt. Donc, j'essaie de rester beaucoup plus dans les produits québécois. Au niveau du malt, tant que c'est des bières beaucoup plus américaines de style. Fait que oui, pour ça. Justement, c'est sûr, notre identité brassicole n'est pas totalement affirmée. On n'a pas de berceau niche. On a quand même fait une triple belge, on a quand même fait une saison, on a fait aussi beaucoup de bières anglaises, quelques bières allemandes. Fait que, on n'est pas encore enligné sur quelque chose de bien précis. Fait que, pour l'instant, on explore. C'est sûr que on explore beaucoup avec les origines, notamment. Là, c'est ça, par exemple. Mais évidemment, il y a des produits québécois qui vont sortir éventuellement. Puis déjà, avec un restaurant, on fait appel avec plein de fournisseurs qu'on connaît déjà. Fait, on sait très bien que si on cherche tel type de fruit, par exemple, on va appeler celui-là. Puis évidemment, des producteurs locaux. OK, mais c'est bien ça. Écoute, Louis puis Patrick, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Je sais que vous êtes des gens très occupés.
J'invite tout le monde, bien sûr, d'aller vous visiter pendant Chambly parce que je sais que Côte a besoin de ça. J'ai hâte de voir ce qu'on fait des collabos avec Bellon ou vous, tu sais, peut-être une bière Chambly, on ne sait jamais. Ça peut être plus de monde comme ça. J'ai hâte de voir d'autres collaborateurs ailleurs que vous faites. Déjà, vous invitez beaucoup de monde déjà. Et bien sûr, on mettra toute l'adresse en arrière de ça. On remercie bien sûr à Fermentis pour cette série qu'on fait avec eux autres. Merci beaucoup à vous deux. Puis bien sûr, les gars, est-ce qu'il y a d'autres questions ou il y a d'autres affaires secrètes que je devrais savoir? Est-ce qu'il y a d'autres canaux qui s'en viennent? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça, comme on se dit en début de parcours, on regarde un peu ça aller, mais c'est sûr que on risque de commencer de présent dans les festivals l'année prochaine, puis d'avoir une bonne équipe de forains, des bons responsables de kiosques, puis on va continuer sur notre belle lancée. Je pense que ce qui est important, c'est que les gens à date apprécient nos bières. Puis, c'est ça. Je pense que oui. On pourrait dire que notre caractéristique de brasserie, c'est qu'on fait des bières à boire, des bières plus sèches un peu que la moyenne. Mais quand même, on se pitch dans d'autres raccoins plus expérimentaux et plus trippants. C'est comme que Louis il dit, un adage que je l'entends souvent emprunter, c'est qu'il faut apprendre à marcher avant de courir. Donc, on y va petit pas, puis on va commencer à prendre de vitesse. Moi, je mettrais plus à apprendre à nager. C'est ça que le canal que vous avez, c'est mieux d'apprendre à nager avant de courir ou quelque chose. Oui, c'est ça. Exact. Il faut marcher comme un canard pour arriver à courir, à s'envoler. Tu vois, il y a plein d'affaires. Mais écoutez, les gars, merci beaucoup pour votre temps. Écoute, on va essayer d'aller vous voir, bien sûr, qu'on va essayer tout le temps de faire le tour. La prochaine fois, je vais vous voir et je m'assois avec vous autres. Puis merci beaucoup pour votre temps, les gars. Hein. Je pense que j'ai goûté à ça. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires Brassica spécial Fermentis. Si vous avez des questions, bien sûr, leonardo@baromac.com, excusez. Puis bien sûr, abonnez-vous à notre infolette qui va aussi tranquillement. Puis bien sûr, on lance les affaires Brassica dans pas long. Puis nouveau projet qui s'en vient, on l'annonce dans une semaine. On va laisser toute l'information, bien sûr, de Fermentis. Je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup et à la prochaine. Thank you.